d'être présent et puis je remercie les organisateurs pour leur invitation. Alors comme vous l'a expliqué mon collègue, je vais parler de cette question de l'écriture SMS, alors avec un titre volontairement provocateur, sur la question de savoir si votre adolescent ou les adolescents globalement écrivent vraiment si mal qu'on veut bien le dire aujourd'hui parce qu'ils utilisent les nouvelles technologies. Donc pour repositionner un petit peu le cadre, on constate en France une digitalisation qui est extrêmement rapide et puis surtout très importante depuis une quinzaine d'années, avec une montée en puissance des nouvelles technologies, des nouveaux outils de communication, puis plus globalement que ça, des technologies innovantes, de façon très importante depuis 15 ans. Vous le voyez là, alors là on est sur des données qui concernent les personnes de plus de 12 ans et jusqu'à plus de 70 ans. Avec 94% de la population qui est équipée en téléphonie mobile, dont 75% en smartphone, 78% d'ordinateurs également, et les tablettes où on est quasiment à la moitié de la population qui commence à être équipée aujourd'hui. Vous voyez surtout cette augmentation massive depuis 2011 pour les smartphones et les tablettes. Donc aujourd'hui, l'adolescent, l'enfant qui grandit, qui évolue forcément dans un environnement qui est extrêmement digital, extrêmement numérique. Et cette question de savoir si oui ou non c'est bénéfique, elle se pose, mais elle se pose d'autant plus qu'on n'a pas le choix. Un enfant aujourd'hui va évoluer, va se développer dans un environnement numérique. On ne peut pas faire et il ne peut pas réellement faire autrement, sauf à être complètement, même si à la maison on bloque ces accès-là, globalement, il y sera forcément confronté. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce que ça fonctionne. Alors pour faire un focus sur l'âge qui m'intéresse aujourd'hui et que je vais vous présenter, les 12-17 ans, sur leur accès à ces outils numériques. Donc 94% possèdent au moins un téléphone chez les 12-17 ans. 41% l'utilisent tous les jours. Ils sont 33% à avoir une tablette et sur ces 33%, un quart les utilisent quotidiennement et quasiment un quart l'utilisent moins d'une fois par semaine. Pour en venir à ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le téléphone portable. 90% des 12-17 ans ont un téléphone portable, donc 83% possèdent un smartphone. Là, on a vu une vraie évolution sur ces 8 dernières années, où on avait des adolescents il y a encore 7-8 ans qui avaient un téléphone portable, mais un téléphone portable avec clavier alphanumérique, j'ai envie de dire un téléphone portable à l'ancienne, les premiers qu'on ait pu avoir. La grande différence avec le smartphone, au-delà de l'évolution technologique qui va m'intéresser aujourd'hui pour l'écriture SMS, c'est tout ce que ça génère autour d'accès à Internet, d'autres éléments. Alors ça ne sera pas l'objet de cette présentation, mais ça aussi apporte des questionnements sur les usages qui peuvent être faits de ces nouvelles technologies. Et près de la moitié de ces adolescents disposent à la fois d'un ordinateur, d'une tablette et d'un smartphone. Donc là, on est dans quelque chose de plus numérisé, mais d'extrêmement numérisé. Donc on ne peut pas aujourd'hui faire autrement que de s'interroger sur l'influence que va avoir cet environnement ultra numérique sur le développement de ces enfants et de ces adolescents. Alors je rentre maintenant dans le vif du sujet, la question de cette écriture SMS, l'usage qui en est fait par les adolescents. Juste pour recontextualiser un petit peu, quand on parle de SMS, de quoi on parle? On parle de ces messages textes, ces messages courts, qui sont envoyés d'un téléphone portable à un autre, et on parle de communication quasi synchrone. Alors, dans un premier temps, il y a eu une espèce de doute qui a émergé sur ce que c'était que le SMS. Est-ce qu'il s'agissait d'un mode de communication synchrone, comme l'oral? Parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui va très très vite. Quand on envoie un SMS, on s'attend à ce que la personne qui le reçoit nous réponde dans l'instant. Sauf qu'en réalité, un SMS, vous pouvez choisir de ne pas le lire à ce moment-là, vous pouvez choisir de le lire mais de ne pas avoir la possibilité de répondre, et vous pouvez répondre plus tard, voire même ne pas répondre. Mais ça génère cette espèce d'aspect d'obligation de réponse extrêmement rapide qui a donné cette illusion de synchronie dans la communication, un petit peu comme à l'oral, où les gens s'attendent, quand on pose une question, à avoir une réponse instantanée. En fin de compte, avec le SMS, on est réellement dans un mode de communication qui relève de l'écrit et donc de l'asynchronie, c'est-à-dire que quand on envoie un courrier, quand on écrit quelque chose, la réponse, on peut l'obtenir, mais en différé, pas tout de suite.
On est donc sur ce mode de communication qui est une sorte de mélange entre les deux, quelque chose qu'on a choisi de qualifier de quasi synchrone, alors qui a clairement explosé depuis les années 2000 et qui donc apparaît, je vous l'ai dit, avec l'apparition de ces téléphones portables, qui dans un premier temps présentent un certain nombre ou un nombre certain de contraintes techniques, avec des claviers alphanumériques, avec des écrans qui sont relativement petits, des messages qui sont limités à 160 caractères, des forfaits de téléphonie qui ne permettent pas plus de 10 SMS envoyés par mois, qui coûtent cher d'ailleurs à ce moment-là. Et donc on se retrouve avec des personnes, des utilisateurs qui vont chercher à modifier l'écriture pour pouvoir utiliser ce moyen de communication. Donc ce sont toutes ces contraintes techniques du support qui vont générer l'apparition de l'écriture SMS en tant que telle. Et les principaux utilisateurs, ceux qui vont s'en saisir de façon majoritaire, globale, ce sont les adolescents. Et ces adolescents, donc je vous le disais, ils sont 90% à utiliser les téléphones portables aujourd'hui. Alors ils étaient moins nombreux à l'époque de l'apparition, mais ils sont surtout de très gros consommateurs de SMS et en tout cas de messages textes. Alors pour vous donner un ordre d'idée, les dernières données que l'on a sur le nombre de messages envoyés par semaine par des adolescents, donc des 12-17, les dernières données remontent à 2014, on était à 289 SMS envoyés par semaine. Vous voyez une chute à partir de 2012, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mais le pic est monté à 435 SMS par semaine. Je vous laisse faire le calcul de combien ça représente à l'heure et en considérant qu'ils dorment quand même, à minima. Donc on est juste sur des volumes qui sont énormes. Et alors cette baisse après 2012 a laissé penser que les ados se désintéressaient de ce mode de communication. Pas du tout. On est en 2019. Ils continuent d'utiliser les SMS, oui. Les messages textes, globalement, en fait, ils ont juste des smartphones depuis 2011. Et les smartphones offrent d'autres possibilités. Il y a certes l'application de SMS qui continue d'exister, mais il y a d'autres applications. Hangouts, WhatsApp, Viber, qui sont des applications qui passent par Internet, qui proposent des messages, des échanges de messages, qui sont sous la même forme des messages courts, d'interaction. Simplement, on est sur du quasi illimité en termes de coûts. Et donc, effectivement, ils passent par d'autres applications. Vous voyez là l'augmentation. 63% en 2018 des 12-17 ans qui envoient des messages par d'autres types d'applications. Alors, quand on les interroge un petit peu pour savoir quand même ce qu'ils privilégient comme application, ils sont encore plus de la moitié, 52% à préférer utiliser les SMS, l'application de SMS le plus souvent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas les autres, mais le plus souvent ils utilisent les SMS. Ils sont 33% à utiliser plutôt ce qu'on appelle les messageries instantanées, c'est-à-dire toutes les autres applications que j'ai citées au préalable. Et ils sont 14% à utiliser les deux à part égale. En fait, ce qui va changer, c'est avec qui ils échangent. Ils n'utilisent juste pas les mêmes applications en fonction de leurs interlocuteurs. Ils vont privilégier les SMS avec les parents, avec les amis proches, et puis les autres applications vont permettre d'autres types de diffusion, par exemple plus de photos, plus de vidéos, mais aussi des messages de groupe, voilà, des partages d'interactions en groupe plutôt que de personnes 2 à 2. Donc globalement, ils sont capables de passer d'un mode de communication à un autre de façon un petit peu indifférenciée. La seule chose qui perdure, c'est la façon dont ils écrivent. J'y reviendrai plus tard. Quoi qu'il en soit, cette écriture et ce moyen de communication, en tout cas, qui est le SMS, l'usage principal, la première volonté, c'est un usage social, c'est-à-dire qu'on écrit un SMS pas pour soi, pas comme on fait sa liste de courses, mais on écrit un SMS pour écrire à quelqu'un. Donc on est réellement dans une intention de communication, et c'est là que prend toute la source, toute la base de l'écriture SMS, et c'est cette volonté des adolescents de partager, d'échanger avec d'autres personnes, principalement avec des adolescents, et de partager en ayant un code qui est spécifique, un code particulier qu'ils ont entre eux. Et ça, c'est pas quelque chose de réellement nouveau, c'est quelque chose
qui a fondamentalement toujours existé, cette volonté des adolescents d'échanger entre eux, de communiquer sans être compris par l'adulte. Donc on est clairement là-dessus. Et d'ailleurs, les études qui ont porté les premières sur cette question de à quoi ça sert et pourquoi les ados s'en saisissent particulièrement de cette écriture-là, pourquoi plus les ados que les autres, eh bien, c'est justement dans l'objectif, dans la volonté d'avoir d'échanger d'avoir une fonction de relation, d'échanger des informations liées à la relation et pas juste des informations purement factuelles. Au-delà de ça, ces SMS, ils vont avoir des caractéristiques qui vont varier et les raisons qui vont les faire varier, elles sont relativement simples, j'ai envie de dire. La première chose qui fait varier les SMS, l'écriture dans les SMS, c'est le genre. Les femmes vont avoir tendance à écrire des messages plus longs et plus complexes que les hommes. Pas pour rien, sans doute, il faut bien le reconnaître. Et c'est d'autant plus vrai à l'adolescence. C'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement, là, cette différence est particulièrement marquée entre les filles et les garçons à l'adolescence. Et justement, l'autre caractéristique qui fait varier tout ça, c'est l'âge. On retrouve effectivement des trajectoires développementales, c'est comme ça que les chercheurs poitevins justement qui ont travaillé sur cette question en ont parlé, des trajectoires développementales entre les filles et les garçons, c'est-à-dire que les filles changent leur pratique d'écriture dans les SMS plutôt vers 13-14 ans, que les garçons vers 16-17 ans. Là encore, sur les évolutions développementales, sur les différences de genre, c'est rien non plus de très surprenant. C'est assez classique et assez courant quand on s'intéresse à la question du développement de l'adolescent sur un plan genré. Donc voilà pour cet aspect social, c'est l'aspect principal. Il y a d'autres études qui se sont intéressées à cette question et qui ont montré que justement les adolescents avaient aussi cette capacité, quand ils écrivaient, donc du coup de privilégier un mode d'écriture avec des amis et d'être en capacité de s'adapter à leur interlocuteur. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à utiliser cette écriture SMS spécifique, et je vais y venir, plutôt avec leurs amis, et d'être en capacité de revenir vers une écriture plus conventionnelle, une orthographe plus conventionnelle, avec des adultes, des parents principalement. Donc avec une capacité d'adaptation, j'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. Parce que justement, au-delà de son aspect social, la caractéristique principale qui a vraiment marqué les esprits dans le SMS, c'est le bouleversement de ces pratiques écrites. C'est ce changement, cet écart par rapport à la norme orthographique conventionnelle qui a beaucoup inquiété quand réellement on en a vu l'apparition. Alors là, vous envoyez un exemple. Pourquoi tu m'as envoyé ce SMS où tu écris rien? C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un vrai exemple. Alors qui date un peu, je dois bien le reconnaître, le rien écrit comme ça a deux origines. La première, c'était effectivement avec un clavier alphanumérique, donc avec la rapidité, l'accès plus rapide au chiffre 1 que au E et au N. Et l'autre aspect, c'est que c'est un recueil fait dans le sud-ouest de la France, donc avec la particularité de l'accent, qui permettait de retrouver plus facilement le rien avec le 1. Voilà. Donc, ouais. Mais on plaisante, mais ça faisait partie des choses qui impactent, là aussi, les choix de modification. L'accent, il y a eu pas mal d'études intéressantes, d'ailleurs, faites par des Suisses sur cette question-là. Les accents régionaux qui impactent effectivement les productions orthographiques. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à cet exemple-là, c'est que sur les 5 modifications par rapport à la norme orthographique conventionnelle qu'on voit apparaître là, il n'y en a que 2, fondamentalement, dont on est sûr que c'est une modification faite volontairement, c'est le pourquoi, écrit PK, et ce fameux rien. En revanche, pour le ma, ou et l'absence de la négation, on n'a pas de certitude, sauf à interroger les adolescents, que ce qui a été écrit l'a été fait de façon volontaire, ou alors plutôt relève d'une méconnaissance de l'orthographe du français. Est-ce qu'ils oublient l'apostrophe et le S au ma parce qu'ils ne savent pas l'écrire? Est-ce qu'ils oublient l'accent sur le U parce que effectivement c'est trop complexe d'y accéder, ça prend plus de temps et donc on ne le met pas? Ou est-ce qu'ils ne font pas la différence entre les deux ou?
Et alors la négation, c'est quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'elle disparaît déjà dans plus de 60% des cas à l'oral. Donc dans ces cas-là, effectivement, il est complexe sur une écriture qui est aussi familière dans l'échange. On n'est pas sur du langage soutenu, quoi qu'il advienne. On n'est pas dans de l'oral avec le SMS. Par contre, on a longtemps parlé de langage SMS. Aujourd'hui, on privilégie vraiment cette notion d'écriture SMS. On est dans de l'écrit, on n'est pas dans quelque chose d'oral. Ceci étant dit, on est quand même dans une forme d'écrit qui est très familière, qui n'est pas soutenue, qu'il n'est pas non plus surprenant de ne pas voir apparaître de négation. Il y a eu du coup, suite à cette apparition de l'écriture SMS, deux visions complètement qui se sont opposées. Alors la première, c'est celle qui a fait grand bruit et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et c'est presque un petit peu surprenant parce que malgré les résultats scientifiques qui commencent à émerger de façon un petit peu massive et importante ces dernières années, on a encore, malgré tout, cette vision d'une inquiétude, d'une contagion entre l'écriture SMS, les dangers qu'elle peut représenter sur l'orthographe conventionnelle du français, avec cette notion de déviance, donc quelque chose de négatif par rapport à la norme orthographique écrite. C'est quelque chose qui, alors moi en tant que chercheur, me surprend, cette défiance par rapport aux résultats scientifiques. Moi j'ai longtemps entendu dans des conférences, quand je peux intervenir comme ce soir, des personnes me dire « Oui, non mais vous nous dites que c'est peut-être pas si inquiétant que ça, mais quand même, moi je le vois bien que mon enfant il écrit moins bien ». Donc il y a cet aspect, cette espèce d'opposition entre ce que je vois chez mon enfant et ce que les scientifiques veulent bien nous dire. Alors on n'a pas la science infuse. Moi je vais vous présenter ce soir ce que l'on en sait, avec toutes les questions que ça génère aussi et que ça apporte, et que j'évoquerai avec vous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette question de se dire pourquoi est-ce qu'on reste à ce point inquiet de ce que ça peut générer et de ce que l'évolution de notre langue, et là ça ira plus loin que ce que je veux vous dire ce soir, mais de ce que l'évolution de notre langue apporte aussi comme questionnement. Et donc la deuxième vision qui a émergé un petit peu en opposition à celle-là, c'est plutôt de penser que l'écriture SMS présente un intérêt, un renouveau d'intérêt pour les pratiques écrites de la part des adolescents, avec l'utilisation de procédés innovants. Alors je vous disais tout à l'heure, innovants, peut-être pas tant que ça. Il y a des choses quand même dans l'écriture SMS qui sont pas si nouvelles, pas si novatrices que ça. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette idée, c'est sans oublier les anciens procédés, les anciennes connaissances orthographiques, et c'est là où je viendrai justement. Donc ces chercheurs-là ont plutôt tendance à parler de variation par rapport à l'orthographe, plutôt que de déviance. Et quand je vous parle d'intérêt pour les nouvelles pratiques de l'écrit, c'est que par contre, il y a des études qui se sont penchées sur cette question, c'est en disant que les adolescents aujourd'hui écrivent beaucoup plus que des adolescents d'il y a 20, 30 ans, 40 ans, parce que justement, eh bien, il y a de nouvelles possibilités d'entrer dans l'écrit. Alors pas de l'écrit forcément conventionnel, mais il y a un intérêt en tout cas pour les pratiques de l'écrit qui s'est de nouveau accru. Donc ça, c'est à prendre en considération, même si ça peut pas tout faire, on est bien d'accord. Donc les premières études, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, les toutes premières, et celles qui encore aujourd'hui peuvent perdurer, se sont intéressées à cette relation entre l'écriture SMS et les connaissances orthographiques. Alors il y a eu énormément d'études anglophones, assez peu d'études réalisées en français, quelques-unes tout de même, et il y en a aujourd'hui un petit peu plus, mais les toutes premières, c'est un petit peu classique là aussi, ont été réalisées aux États-Unis et en Angleterre. Et alors par contre, ce qui est un petit peu embêtant avec ces études, c'est qu'on obtient des résultats qui sont différents. On obtient des résultats très disparates, mais pour une raison qui est assez simple, c'est-à-dire aucune, alors ce qu'on va appeler une méthodologie, c'est-à-dire aucune façon d'aller recueillir les résultats, n'a été faite de la même façon. Certains se sont intéressés à des enfants, d'autres à des adolescents, d'autres à des adultes, sauf que globalement, on n'a pas les mêmes pratiques que l'on soit un enfant, un ado ou un adulte. Certains ont fait écrire des SMS sur papier, d'autres sur ordinateur, d'autres encore sur téléphone, assez peu d'ailleurs sur téléphone. Certains ont interrogé leur famille, récupéré les messages de leurs proches. Donc on a des choses très très différentes. Certains se sont intéressés au nombre de textismes, d'autres au nombre de messages envoyés.
Donc en fin de compte, c'est tellement différent dans les éléments recueillis qu'évidemment, ce n'est pas comparable et ce n'est pas étonnant que les résultats soient aussi très différents. Pour vous donner des résultats quand même d'études assez intéressants et puis ce qui ressort le plus en fin de compte, alors les premières études ont été menées à charge, réellement, complètement menées à charge pour montrer qu'il y avait un effet négatif, clairement, de l'usage du SMS sur l'orthographe. Et ça a été presque très décevant, justement pour ces chercheurs-là, parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en évidence de relations, ils n'ont pas réussi à montrer qu'il y avait de lien entre le fait d'écrire en SMS et la baisse de performance orthographique. Donc alors par contre, ils l'ont fait chez des jeunes adultes et chez des enfants, c'est peut-être là que ça pêche, effectivement. Et d'autres études ont été menées, du coup. Et ces études-là ont commencé à faire émerger ce deuxième point de vue, justement parce que les résultats étaient surprenants. C'est-à-dire qu'à l'inverse de ce qui était attendu, ces études montraient des relations positives entre l'écriture SMS, l'usage et l'orthographe de l'anglais. Il y a une étude en français, là, dans ce que je vous cite. Alors, évidemment, du coup, les chercheurs sont allés creuser un petit peu. Et ce qui ressort, c'est pas que la relation entre l'écriture SMS et l'orthographe se fait dans ce sens-là, mais plutôt, a priori, dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour pouvoir écrire en SMS, eh bien, il est essentiel qu'avant ça, les adolescents disposent de bonnes connaissances en orthographe. C'est ça qui va leur permettre, justement, alors l'auteur dit « jouer avec les sons des mots ». C'est effectivement le fait d'avoir de bonnes connaissances des correspondances entre les sons et les lettres et pouvoir du coup les modifier à volonté. Donc correspondance PG, c'est les correspondances phonographémiques, c'est donc entre les sons et les lettres. C'est le fait du coup de pouvoir avoir cette base de connaissances qui permet aux adolescents de faire ces modifications. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout envisagé initialement. On avait tellement pensé les choses dans un sens d'influence qu'on n'a pas pensé que ça pouvait aller dans l'autre sens. Il y a un autre élément qui a été évoqué, et là pour lequel on est en train justement de développer des recherches avec mon collègue qui est présent ici, Cyril Perret, c'est cette question de l'exposition aux mots écrits. Est-ce que le fait d'être exposé à de l'écriture SMS, alors on sait que le fait d'être exposé à des mots qui sont bien écrits, ça vient améliorer les connaissances orthographiques. Plus vous allez lire de livres, d'articles, de choses qui sont correctement écrites, plus vous allez renforcer vos connaissances en orthographe. Par contre, on sait aussi que l'exposition à l'erreur orthographique vient, à l'inverse, perturber. La question, c'est où se situe l'écriture SMS entre les deux ? Est-ce que c'est quelque chose qui est une déviance par rapport à la norme, donc une erreur, et est-ce que ça vient perturber ? Est-ce que c'est quelque chose qui, à l'inverse, parce que ça oblige à travailler justement la correspondance entre les sons, etc., les lettres, est-ce que ça pourrait venir renforcer les connaissances phonographémiques et potentiellement l'orthographe ? Ça, c'est une question qui est encore plus ou moins ouverte aujourd'hui. Il y a une étude en Angleterre qui s'est penchée sur cette question et qui cherchait à montrer, là encore une fois, une étude à charge, qui cherchait à montrer une influence négative de l'exposition à l'écriture SMS sur l'orthographe. Et donc l'idée étant que c'est ce que je viens de vous dire, si on est exposé à des erreurs orthographiques, alors qui sont phonétiquement plausibles, c'est-à-dire qui, si on prononce le mot, on le prononcera de la même façon, eh bien ça influence de façon négative les performances orthographiques, on baisse en termes de performance. Ils ont choisi d'exposer leurs participants soit à des mots bien orthographiés, soit à des mots mal orthographiés, soit à des mots écrits en SMS, mais phonétiquement plausibles. Ils ont avant testé leur niveau en orthographe, ils l'ont retesté après cette exposition. Et la conclusion qu'ils en ont tirée, alors c'était très surprenant pour eux, parce que ce n'était pas du tout les attendus, c'était justement qu'eux obtenaient un effet positif, alors immédiat, c'est-à-dire qu'ils ont testé ça tout de suite après exposition, ils ne l'ont pas retesté avec un délai. Donc on ne sait pas si c'est une exposition qui perdure dans le temps. Mais par contre, eh bien, après avoir été exposés à des mots écrits en SMS, eh bien, leurs participants avaient de meilleures compétences en orthographe conventionnelle. De précision, en anglais, pas la même chose que le français, et chez des adultes
pas chez des adolescents en cours d'apprentissage. La grande différence peut se situer à ce niveau-là. On a donc décidé de répliquer cette étude, mais par contre, en français, évidemment, parce que c'est quand même nous ce qui nous intéresse, et surtout chez les adolescents, donc avec cette question de savoir si, puisqu'ils sont encore en cours d'apprentissage, leurs connaissances ne sont pas encore stabilisées dans le lexique mental, et du coup, le fait qu'ils n'aient pas cette base de connaissances vraiment très bien établie encore, est-ce que justement le fait d'insérer d'autres informations qui sont incorrectes, est-ce que ça ne peut pas venir quand même perturber, jouer un rôle de perturbateur? Donc nous, on était plus ouvert. On n'a pas mené une étude à charge, mais on n'attendait pas non plus forcément un résultat positif comme il l'avait obtenu. Simplement, parce qu'on n'était déjà pas sur la même population, pas la même tranche d'âge, pas la même langue, donc voilà, on voulait déjà voir tout ça. On a mené cette recherche auprès de 180 adolescents francophones d'une moyenne d'âge de 13 ans et demi, donc au collège. C'est à cet âge-là que les adolescents sont les plus gros utilisateurs de cette écriture-là. Et on a répliqué l'étude, on a simplement fait 2 variantes sur les erreurs orthographiques, un type d'erreur plus orthographique, un type d'erreur plus phonologique. Et on a fait la même chose que ce qu'avaient fait les chercheurs anglophones. D'abord, on a dicté 50 mots pour voir quel était leur niveau de performance orthographique sur ces mots-là. Puis on les a exposés comme ils l'avaient fait, donc une des 4 conditions, soit en SMS, soit bien écrit, soit mal écrit. Et on a refait passer la dictée. Mais là aussi, tout de suite après, on n'a pas non plus d'informations sur le long terme. Pas encore. Et dans les résultats qu'on a obtenus, ce qui est extrêmement intéressant et qui était attendu, c'est qu'on a bien un effet qui est positif de l'exposition aux mots correctement orthographiés. Donc quand ils voient un mot bien écrit, même s'ils l'avaient mal écrit au début, ils sont capables effectivement de s'améliorer et donc de mieux l'écrire après. Jusque-là, c'est quelque chose de très classique. Par contre, on n'obtient pas d'effet, dans un sens ou dans l'autre, de l'exposition, que ce soit aux erreurs ou à l'écriture SMS, c'est-à-dire que quand ils sont exposés à des erreurs, on s'attendrait à ce que normalement leur niveau baisse. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, ça ne baisse pas. Et c'est la même chose pour l'écriture SMS, le niveau ne baisse pas et ne s'améliore pas non plus. L'autre effet qu'on a, c'est un effet de genre. Alors là, encore une fois, c'est les garçons qui produisent plus d'erreurs orthographiques que les filles, mais c'est un petit peu annexe par rapport à ce que je voulais vous dire. Alors ça nous a amené à penser déjà une chose, c'est que l'exposition à l'écriture SMS n'impacte pas à court terme, en tout cas. Donc là encore, on n'a pas d'informations sur du long terme, on est en train de mener cette étude-là. Mais on n'a pas en tout cas d'informations sur le fait que l'écriture SMS impacte à court terme en cas d'exposition, pas d'écriture, en cas d'exposition, la qualité des productions orthographiques. Donc, du coup, on en est là aujourd'hui de nos connaissances sur la relation avec les connaissances orthographiques de base. Au-delà de cette information-là, il y a eu d'autres recherches que j'ai pu mener sur la relation entre l'écriture SMS et la mémoire de travail. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour pouvoir aller chercher les informations qu'on a stockées en mémoire, donc ces connaissances orthographiques, on fait appel à ce processus, cette mémoire de travail qui fait justement le travail d'aller chercher l'information, pour le dire simplement. Et donc, pour ça, j'ai mené 5 études expérimentales, donc là encore une centaine de participants, à qui on a fait écrire des SMS cette fois-ci. Donc on n'est plus sur juste de l'exposition, là on est sur de la production maintenant. Des adolescents plus jeunes, 6e, 12 ans et demi, quasiment 13 ans, et de jeunes adultes. Et on a comparé ceux qui étaient au tout début, qui commençaient juste à écrire des SMS, et ceux qui commençaient déjà à avoir une forme d'expertise, qui écrivaient depuis un peu plus longtemps. L'idée, c'était de savoir, c'était au tout début, c'était début des années 2010, le démarrage de ces travaux-là. On était encore dans cette idée qu'écrire des SMS, c'était très facile. Est-ce que réellement, écrire des SMS, c'est si facile que ça? Parce que si c'est si facile, oui, en effet, c'est inquiétant, parce que par contre, l'orthographe française, elle est difficile à apprendre et à acquérir. Et donc, si on laisse dans la balance ces deux éléments, quelque chose de très facile et quelque chose de plus difficile,
Effectivement, on se doute bien que les adolescents vont plus facilement aller vers le très facile. Mais est-ce que réellement c'est si facile que ça ? Donc on a évalué au préalable leur niveau en orthographe, pour être sûr que s'ils écrivaient en SMS, c'était pas parce qu'ils étaient mauvais. Qu'ils avaient tous, on a conservé que les adolescents qui avaient un niveau correct en orthographe, on a éliminé les très faibles on a éliminé les résultats, pardon, des très faibles, on est bien d'accord. Juste pour s'assurer, ça dit vite, juste pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de pathologie, de troubles d'apprentissage en particulier. Et on n'avait pas de différence de niveau d'orthographe entre les apprenants, ceux qui étaient au tout début de la pratique, et ceux qui écrivaient déjà en SMS depuis longtemps. Et on leur a demandé d'écrire des SMS, alors dans 2 conditions. Soit ils n'avaient que ça à faire, ils entendaient un message, puis ils l'écrivaient sur leur téléphone. La consigne, c'était de faire exactement comme ils avaient l'habitude de faire quand ils envoyaient un message à un ami. Soit on les mettait en situation de difficulté, ce qui est un paradigme un petit peu classiquement utilisé en psychologie. C'est un paradigme de double tâche, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils écrivaient leur SMS, ils devaient soit compter des bips sonores, soit retenir une série de chiffres ou une série de mots en mémoire, puis la rappeler par la suite. L'idée, c'est que, comme quand vous avez appris à conduire, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez appris à conduire, eh bien, au tout début, ça vous obligeait à mobiliser beaucoup d'attention, beaucoup de ce que l'on appelle de ressources cognitives. Et si quelqu'un vous parlait au moment où vous deviez réfléchir, si vous deviez appuyer sur l'embrayage, passer la vitesse, appuyer sur le clignot, c'était la cata, vous n'arriviez plus à gérer et la discussion et la conduite en elle-même, on est d'accord. Avec de l'expertise, quand on pratique, on est capable de continuer parce qu'on a automatisé la tâche de conduite et on n'a plus besoin de réfléchir à quel moment appuyer sur l'embrayage. C'est la même chose avec tous les apprentissages globalement et l'apprentissage de l'écriture aussi, évidemment. Donc l'idée, c'est de dire que si, pour les novices, si pour les adolescents utilisateurs de SMS, écrire en SMS, c'est difficile encore, c'est coûteux cognitivement, ils ne seront pas capables de faire autre chose en même temps, ou en tout cas, il y a une idée de tâches qu'ils n'arriveront pas à faire. Alors que si pour eux, c'est très simple, que ça ne demande pas beaucoup de ressources, eh bien, dans toute logique, ils doivent pouvoir faire les 2 tâches en même temps sans difficulté. Donc l'idée là, c'est ça, c'était de les mettre en situation de difficulté pour voir ce qu'ils étaient capables de faire ou pas. Alors, on a évalué évidemment le nombre ce qu'on appelle des textismes, c'est-à-dire toutes les modifications en fait, par rapport à la norme orthographique écrite, donc cette écriture SMS. Et dans un message de ce type, qui était attendu par exemple, donc coucou, pourquoi tu m'envoies ce message, bisous. Vous voyez ici donc une fois de plus toutes les modifications qu'on a pu observer chez les adolescents. Et vous pouvez voir à la fin que le bisou n'apparaît pas dans le message qui a été produit par les adolescents. Alors j'y reviendrai justement, mais on a eu beaucoup de messages comme ça, principalement chez des novices, et on a été très perturbés pendant un temps. On ne comprenait pas pourquoi. Alors on s'est dit peut-être qu'ils n'avaient pas très envie de nous écrire bisous, c'est possible. Mais il ne manquait pas que ça, il manquait parfois des bouts entiers de messages, et on a eu beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi. Pourquoi il manquait autant d'informations, et uniquement chez les novices. Je vais y revenir. Mais ça a été vraiment, en fin de compte, une donnée majeure, alors qu'on ne s'attendait absolument pas à ça. En fin de compte, ce qu'on observe, c'est que les experts, ceux qui écrivent des SMS depuis plus longtemps, produisent beaucoup de textisme. Jusque-là, c'était un petit peu logique, on l'attendait. Les novices, eux, en produisent aussi, moins que les experts, très clairement, mais ils en produisent aussi, mais ils en produisent uniquement quand ils n'ont que ça à faire. Par contre, quand ils sont surchargés, quand ils sont en double tâche, eh bien là, ils en produisent beaucoup moins, voire quasiment plus. L'idée qui est assez simple derrière, c'est en fin de compte que cette écriture SMS, elle s'apprend. Ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. C'est quelque chose qui va s'apprendre et qui va s'apprendre implicitement. C'est-à-dire que, en fait, globalement, ce qui se passe, c'est quand on apprend à parler, on ne vous a jamais appris à comment positionner vos lèvres, comment positionner votre langue dans la bouche pour former un son. Vous l'avez appris de façon implicite. Quand vous avez appris à écrire, en revanche, on vous l'a appris de façon plus explicite. Alors, il y a aussi une forme d'apprentissage implicite dans l'écrit, mais on donne des règles, on explique comment faire pour écrire. Et ça s'apprend essentiellement à l'école. Eh bien, l'écriture SMS, contrairement à l'écriture du français conventionnel, ne s'apprend pas de façon explicite. On ne dit pas.
Et les adolescents ne se disent pas entre eux comment faire, mais c'est par interaction, c'est à force de voir comment les uns et les autres écrivent que justement ils apprennent cette nouvelle façon. Donc ça prend un petit peu de temps. Et d'ailleurs, les adolescents n'écrivent pas de la même façon leurs SMS en fonction de leurs amis. Ils s'adaptent aussi. Un même mot peut être écrit de plein de façons différentes par une même personne en fonction de la personne à qui ils écrivent. Donc il y a vraiment cette capacité d'adaptation qui est très importante. Et donc ces fameuses absences de mots ou de remplacement. Parce que 32 messages, autant vous dire qu'il y avait quand même des petits trucs qui revenaient régulièrement. Donc on avait quatre façons de terminer les messages. Il y avait bisous, il y avait à tout à l'heure. Je ne me souviens pas, presque 10 ans, je vous l'ai dit. Donc, quoi qu'il en soit, il y avait des choses qui pour eux étaient... Il devait y avoir bise. Et ce n'était pas très évident pour eux, bise. Ce n'était pas quelque chose qu'ils employaient fréquemment. Donc soit ils oubliaient la fin du message, soit ils avaient compris qu'on attendait un peu toujours la même chose, et donc ils avaient tendance à remettre bisous de façon un peu classique, même si ce n'était pas ce qui avait été dit au départ. Et ça a été fait principalement, donc ces absences ou ces remplacements par autre chose qu'on n'attendait pas, que par les novices, pas par les experts. En fin de message, pas au début du message, mais à la fin, et exclusivement en situation de double tâche. Ce que ça veut dire, c'est écrire en SMS, ça leur demande de l'attention, c'est coûteux cognitivement, pour eux c'est pas simple, pour le dire autrement. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que quand ils ont autre chose à faire en même temps, ils n'arrivent pas. Donc ils arrivent à se souvenir du début, ils pensent à modifier leur début de message, mais du coup, arrivés au milieu, ils ne se souviennent pas de la fin, donc soit ils mettent rien, soit ils se disent qu'on attendait un truc dans le genre, plutôt vers la fin de l'expérience, et là, ils me remplacent par autre chose. Donc, en fin de compte, cette écriture SMS qui paraît si simple à produire, elle n'est pas si simple que ça, mais uniquement pour les novices, pour ceux qui sont au début de l'apprentissage. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si pour devenir un expert en production écrite conventionnelle, il faut compter, on compte généralement 10 ans, on considère 10 ans à peu près. En écriture SMS, on est sur quelque chose de beaucoup plus rapide. Là, la différence d'âge, de pratique, on va dire, entre les novices et les experts était d'1 an. Avec 435 SMS par semaine, vous imaginez bien que, effectivement, ça va vite de pratiquer régulièrement et donc de devenir expert. Donc, il y a quand même cette idée de, effectivement, c'est quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose qui s'acquiert, une fois de plus, très vite. Donc, juste, l'autre élément sur ces études qui était un petit peu surprenant, c'était les résultats des adultes. On s'attendait à ce que les jeunes adultes, ils avaient 20 ans, fassent encore plus de textisme que les adolescents. A priori, ils sont plus experts. Quand on est plus expert en écriture, on est encore plus performant. Donc on s'attendait à la même chose pour l'écriture SMS. Et pas du tout. Ils produisaient même moins de textisme que les novices. Alors là encore, on s'est un petit peu interrogé. Et en fin de compte, ce qu'il en ressort, c'est qu'on en revient à cet aspect social de l'écriture SMS. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est privilégiée par les adolescents pour les adolescents. Et ils la privilégient entre eux, déjà, principalement. Donc, les utilisateurs sont capables, dans un premier temps, de s'adapter à leur interlocuteur. Donc, on a plusieurs études qui ont montré ces éléments-là, dans des situations sociales qui sont appropriées. C'est-à-dire que s'ils doivent échanger avec un adulte, particulièrement en plus, si l'adulte a donné cette information de faire attention à l'écriture dans les échanges, ils sont capables de s'adapter et de faire attention. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'erreur, mais il y a un effort qui est fourni. Et surtout, les jeunes adultes reviennent vers une orthographe conventionnelle. En fait, le discours qu'ils tiennent, c'est que c'est une écriture d'ado. Et que rentrés dans l'âge adulte, ils veulent pouvoir être considérés comme des adultes et plus comme des ados. Et donc, il y a une réelle volonté de réécrire des messages en orthographe beaucoup plus conventionnelle. Pour terminer cette présentation, je conclurai là-dessus. C'est que l'écriture SMS est une écriture qui, effectivement, n'est pas simple, présente des difficultés à produire, contrairement à ce qu'on a pu penser.
essentiellement pour les novices, mais par contre c'est effectivement quelque chose qui très vite, très rapidement va s'apprendre, s'acquérir avec la pratique, l'expertise. Les adolescents vont s'adapter à leur interlocuteur, ça c'est une évidence, là aussi on a beaucoup d'informations qui le disent, et cette écriture elle est vraiment concentrée sur cette période adolescente. On a déjà un premier déclin qui s'observe quand même dès le lycée. 16-17 ans, on voit apparaître une diminution, non pas du nombre de messages envoyés, mais bien du type d'écriture. Et la vraie coupure se passe après le baccalauréat, clairement, à l'entrée dans les études supérieures. Et la dernière information, donc là sur les études plus récentes qu'on a pu mener, c'est cette question de l'influence à court terme. Donc l'écriture SMS, en tout cas, pour le moment, dans les résultats qu'on a, n'impacte pas à court terme la qualité de la production orthographique des adolescents français. Ils sont capables, a priori, de faire la distinction entre l'écriture SMS et l'orthographe conventionnelle. La question maintenant, c'est de savoir si on retrouve ces résultats sur du long terme, c'est-à-dire est-ce que quand ils sont exposés depuis plus longtemps, est-ce qu'on retrouve les mêmes choses, et puis est-ce qu'on retrouve aussi la même chose quand ils sont amenés à produire, parce que là c'était juste une exposition visuelle, mais est-ce que effectivement le fait d'écrire ne vient pas renforcer là aussi? Est-ce qu'on obtiendra des résultats similaires? À voir, on verra ça dans les mois à venir. Je vous remercie pour votre attention.